Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, c'est un bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, vous allez le voir, s'annonce riche en informations. J'ai en effet la chance aujourd'hui d'accueillir au micro de grandes spécialistes belges et françaises pour parler d'un sujet très important, les règles douloureuses. C'est un fait, nous ne sommes pas toutes égales sur ce plan. Mais ce qui doit absolument être entendu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas normal d'avoir très mal à cause de ces règles. Trop longtemps banalisées et dissimulées, les douleurs liées aux règles doivent être prises au sérieux car elles peuvent cacher des problèmes qu'il vaut mieux prendre en charge le plus tôt possible, comme nous allons l'entendre d'ici quelques minutes. Donc si vos filles souffrent de règles douloureuses, surtout ne leur dites pas ce que vous avez toujours entendu, du style « Ah, tu sais, dans la famille, on est toutes comme ça, on n'y peut rien. Tu vas souffrir toute ta vie, pas de chance. » Ou « Une femme doit apprendre à souffrir en silence. » Non, non, non et non, ces discours très répandus sont absolument ridicules, dépassés, inhumains et surtout dévastateurs. Ils ne doivent donc plus avoir cours de nos jours et s'il est un message à transmettre de femme à femme, c'est bien celui-là. Pour mieux comprendre et surtout mieux accompagner nos filles, nous allons entrer sans tarder dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, 2 spécialistes vont se succéder au micro pour vous informer. Alors la première d'entre elles est le docteur Géraldine Brichant, gynécologue. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes chef de clinique au CHU de Liège, site de la Citadelle, et vous êtes spécialisée entre autres en douleurs pelviennes chroniques et en endométriose. Alors nous allons voir avec vous ce que peuvent signifier les règles douloureuses, quand, pourquoi et comment les prendre en charge pour aider les jeunes filles et les jeunes femmes à vivre une vie plus saine, plus sereine et plus normale. Toutes les femmes connaissent occasionnellement des douleurs et des inconforts durant leurs règles. Mais pour 10% des femmes environ, c'est un véritable calvaire quasi mensuel. Ces douleurs peuvent d'ailleurs apparaître dès la première année des règles et en langage médical, les règles douloureuses, on les appelle les dysménorrhées. Alors vous nous expliquez ce dont il s'agit, docteur Brichant ? Comme vous le dites bien, dysménorrhée, le terme médical dont on parle quand vous venez pour des règles douloureuses. Pour certaines femmes, la douleur est à peine présente et ne va pas du tout impacter la vie de cette femme. Parfois, pour d'autres, ces crampes sont suffisamment importantes pour gêner la vie quotidienne. Alors, il faut distinguer 2 types de dysménorrhées. D'abord, les dysménorrhées primaires, elles surviennent dès le début de la ménarche. Alors, la ménarche, c'est la première année qui suit le règle, c'est le début du cycle menstruel. Elles se poursuivent toute la vie parfois, et elles sont en général la conséquence de contractions utérines sévères et anormales. Les dysménorrhées secondaires, par contre, elles sont la conséquence d'un mécanisme physique. On peut trouver une cause que l'on peut traiter spécifiquement. Elles surviennent en général plus tard dans la vie. On peut citer par exemple les infections pelviennes, on peut citer les fibromes utérins, les grossesses extra-utérines, l'endométriose, etc. Donc ce sont des étiologies, comme on dit, des causes différentes. Donc vous venez d'en évoquer quelques-unes, les causes de ces douleurs. Et quels sont les symptômes les plus couramment rencontrés ou rapportés par les femmes ? Alors, les symptômes décrits par les patientes sont très très variés et vont vraiment dépendre de la patiente, de la jeune fille, de la femme. La douleur peut être plutôt lancinante. Les patients peuvent aussi décrire des crampes qui arrivent dans le bas du ventre. Elles peuvent être intenses ou parfois elles peuvent être plus discrètes, mais plus longues. La douleur peut commencer quelques jours avant les règles, atteindre un maximum pendant les règles et peuvent même se poursuivre quelques jours après les règles. Ça, c'est vraiment pour celles qui n'ont pas de chance. Exactement. Mais il y a aussi des patientes qui n'ont pas vraiment mal pendant leurs règles et la douleur survient après. Donc il faut aussi parfois y penser, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec les règles, même si ça ne survient pas au moment des règles. Alors, il faut aussi savoir que la douleur peut irradier, c'est-à-dire qu'on peut aussi ressentir une douleur dans le bas du dos, dans les jambes. Ça peut aussi avoir un lien avec les règles douloureuses. Et finalement, certaines femmes vont décrire des nausées, des inconforts digestifs, de la diarrhée, qui aussi peuvent avoir des liens avec les règles. Donc ça peut prendre vraiment des formes très très diverses. Tout à fait, tout à fait. Alors quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand les règles sont douloureuses ou provoquent systématiquement des symptômes inconfortables ou douloureux ? Et pourquoi surtout faut-il consulter ?
Alors, si les douleurs menstruelles n'interfèrent pas avec la vie quotidienne et cèdent avec des antidouleurs classiques, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. En revanche, si les douleurs interfèrent avec... Bon, là, on est en train de parler pour des jeunes filles, interfèrent avec la vie scolaire, la vie parascolaire, si les douleurs empêchent la jeune fille d'aller au cinéma avec ses copines, si elle se renferme, là, je pense qu'il faut commencer à investiguer. D'accord. Et pourquoi faut-il investiguer, justement ? Alors, il faut investiguer pour ne pas que c'est un impact trop important, puisqu'on sait qu'une douleur qui reste pendant longtemps va impacter la vie de la jeune fille. Elle va se dire, moi je ne vais pas aller au cinéma avec mes copines, parce que si je suis réglée et que je ne trouve pas de solution, où est-ce que je vais me coucher ? Il faut aussi pas que la douleur entre dans la tête de la jeune fille. Alors ça fait souvent peur aux jeunes filles quand j'en parle comme ça. La douleur, clairement, elle ne l'invente pas, elle ne sort pas de la tête, mais la douleur va entrer dans la tête, puisque personne n'aime avoir mal. Alors, on va adapter des mécanismes de défense. Et donc, pour éviter que ces mécanismes de défense soient trop présents et impactent trop la vie de la jeune fille, je pense qu'il faut s'inquiéter. D'accord, il faut éviter ce schéma, finalement, ce schéma automatique tout à ou fait réactionnel. Automatique. Et surtout que si on peut trouver des solutions pour que la jeune fille soit mieux et vive mieux son cycle menstruel, je pense que c'est important. Tout à fait. Alors, qui faut-il consulter quand ces douleurs deviennent intenses, répétées ? On entend parfois, il suffit de le dire au médecin traitant, ou bien plutôt aller chez le gynécologue, ou bien, quand c'est vraiment trop intense, est-ce qu'il faut aller voir un gynécologue qui exerce dans un centre de référence de la douleur ? Je pense que toutes les réponses sont correctes. Okay. J'ai toujours tendance à dire que le premier interlocuteur, c'est soit le pédiatre, soit le médecin traitant qui connaît la jeune fille, qui a établi une relation de confiance. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus à l'aise pour parler avec cet interlocuteur-là, qui peut aussi référer chez un gynécologue de ville, même un gynécologue de planning, une jeune fille qui n'ose pas en parler à ses parents, même si vous pouvez en parler à vos parents, il n'y a pas de souci, mais elle peut aller dans un centre de planning familial, il y a des gens qui seront là à son écoute. Et puis si le gynécologue classique, que je suis aussi, j'ai des consultations classiques, s'il est limité et qu'il ne comprend plus comment il peut aider la jeune fille, alors on peut référer à un centre de douleur chronique. C'est ça, c'est un peu comme les échelons d'une échelle. Oui, on tout peut à fait. Commencer au bas, et ça n'a rien de péjoratif. Non, du tout. Avec le généraliste, le gynécologue et le gynécologue. Le généraliste peut souvent bien aider les patients. Oui, voilà. Puis après, le gynécologue, en plus, ça fait un peu peur. Donc, je pense vraiment que discuter avec le pédiatre et le médecin traitant, le généraliste, ça peut... C'est une première étape. C'est une première étape, je pense. Oui. Ok, très bien. Alors, vous avez déjà évoqué les antidouleurs un peu classiques qu'on peut prendre. Quand ces traitements ne suffisent pas à soulager les règles douloureuses ou quand ils sont pas efficaces, on passe à quoi ? Quel autre type de traitement existe-t-il ? Alors, pour les règles douloureuses, comme traitement antalgique de première intention, j'ai envie de dire, c'est vrai que les antalgiques, c'est du paracétamol, les anti-inflammatoires et même des antispasmodiques. Alors, juste une petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on commence par ces traitements-là ? C'est parce que dans les dysménorrhées primaires, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des règles, premièrement ? C'est que chaque mois, en l'absence de grossesse, la couche interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, dans lequel se nichent les grossesses, va s'éliminer pour se renouveler, parce que s'il n'y a pas de bébé, on va faire tout neuf pour le mois prochain. C'est ça. Alors, comment ces mécanismes arrivent ? Il y a toutes des variations hormonales et des sécrétions de substances qu'on appelle les prostaglandines, par exemple. Et qui sont inflammatoires. Qui sont inflammatoires. Et on sait que dans certaines dysménorrhées primaires, c'est l'excès de prostaglandines qui va induire des crampes plus douloureuses. Les anti-inflammatoires peuvent un peu réguler ces prostaglandines et peuvent aider dans les douleurs. Un autre traitement que l'on peut donner, c'est parfois des traitements hormonaux. Pourquoi ? Parce que cet endomètre, qui est à l'intérieur de l'utérus, répond aux hormones qui viennent des ovaires. Et quand on est plus jeune, entre la toute première règle et le moment où la connexion entre ovaire et utérus est vraiment classique et tout le monde sait ce qu'il doit faire au bon moment, il se passe parfois 7 ans. Et durant ces 7 ans. Il faut parfois 7 ans pour que le cycle devienne plus régulier, autonome et que tout se passe de manière automatique. C'est une super information que vous donnez là, parce que je pense que dans la tête des mamans et des femmes en général, on a plutôt l'impression que la première année des règles, c'est celle qui va un peu régler, si j'ose le terme, le mécanisme. En fait, 7 ans, ça peut durer 7 ans. Oui, tout à fait. Et donc, pendant ces 7 années, on ne mettra pas une pilule tout de suite, parce qu'on laisse le temps aux choses de se régler tout seul, c'est vraiment le cas de le dire. Mais on peut aussi donner des traitements hormonaux qui vont permettre de stabiliser l'endomètre, stabiliser les choses, le temps que le tout s'autonomise.
Ok, et là c'est important parce qu'on en a déjà parlé dans des épisodes précédents. Dans ce cas, la prescription d'une pilule contraceptive n'a pas cette visée anticonceptionnelle première en tout cas, en tout cas de protéger la jeune fille d'une grossesse, mais plutôt de régler ses problèmes d'hormones, de ces fluctuations qui peuvent aboutir à des règles douloureuses ou d'autres problèmes. Tout à fait, d'ailleurs je présente souvent ça comme un traitement hormonal. Et pas comme une pilule contraceptive. Pas qu'une pilule contraceptive, parce que j'espère que les jeunes filles, quand elles auront leur rapport sexuel, compteront sur le préservatif au début. Avant toute chose. Avant toute chose. C'est bien de le rappeler, docteur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, forcément, on ne va pas traiter les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires de la même façon. Les dysménorrhées primaires, ce seront principalement les traitements dont je viens de parler, puisque c'est équilibrer les prostaglandines, les hormones, etc. On peut donner ces traitements-là pour les dysménorrhées secondaires, mais il est clair qu'on va essayer de traiter la cause qui est à l'origine. Et donc, quel traitement est-ce qu'on peut donner dans les dysménorrhées secondaires ? Alors, chez des jeunes filles, c'est parfois un peu plus rare, évidemment. Donc, il faut pas... C'est surtout chez les adolescents ou les jeunes femmes en début de période sexuelle. Il faudra d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, parce qu'on vient de parler de rapports sexuels, mais parfois des rapports sexuels non protégés peuvent donner une infection sexuellement transmissible qui n'est pas forcément grave, qui est tout à fait traitable, qui n'est pas très symptomatique en dehors des règles douloureuses, mais un traitement antibiotique peut déjà un petit peu aider dans ce cas-là. Il y a aussi la maladie dont on parle beaucoup, c'est l'endométriose. Et donc, dans l'endométriose, je ne sais plus si vous en avez déjà parlé dans un podcast. On n'en a pas encore parlé, mais je vous en prie, allez-y, parce que c'est super important de faire le lien. Oui. Vraiment très très court, on pourra y approfondir plus tard. L'endométriose, c'est quand l'endomètre, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la place d'être la couche la plus interne de l'utérus, on peut en retrouver en dehors de l'utérus, ou alors plus profondément dans le muscle utérin. Et ces bouts d'endomètre qui sont en dehors de l'utérus, mais ils vont répondre au cycle menstruel, comme l'endomètre qui est positionné de manière normale. Et donc, quand on a de l'endométriose, quand on est réglé, schématiquement, on est réglé aussi en dehors de l'utérus. Mais normalement, il n'y a pas de saignement à cet endroit-là. Bien sûr. Voilà. Et donc, ces saignements en position anormale, en position anormale, peuvent induire de l'inflammation et peuvent causer des douleurs. Alors de nouveau, le traitement de l'endométriose, on peut commencer par des antalgiques, des antidouleurs, un traitement hormonal, et puis si jamais les douleurs persistent et que la jeune fille n'est pas bien, on peut aussi proposer une intervention chirurgicale, mais n'ayez pas peur, c'est pas le premier traitement qu'on propose aux jeunes filles. Voilà, on peut trouver des moyens pour les soulager en dehors. Donc ces cellules de l'endomètre, quand elles migrent ailleurs, en dehors de l'utérus, c'est comme s'ils avaient cette mémoire, en fait, d'être préprogrammés pour les règles ou pour accueillir un bébé. Un petit peu, oui. Donc il y a des récepteurs, et les récepteurs vont capter les hormones qui circulent tout autour et dans tout le corps humain, l'œstrogène, les progestérones, etc. Et elles vont faire ce qu'elles doivent faire, mais dans un lieu inhabituel. Voilà. C'est ça. C'est très bien expliqué comme ça, je pense. Alors, forcément, quand ces traitements proposés en première intention ou en deuxième intention, en fonction du degré des dysménorrhées, ne fonctionnent pas, est-ce qu'il y a des examens qui peuvent être proposés, des examens médicaux complémentaires pour mieux comprendre la cause et comment essayer de la soigner ? Et est-ce que ça doit faire peur ou pas, ces examens ? Alors, ça fait déjà peur d'aller voir le gynécologue. Donc, non, il ne faut pas avoir peur des examens, il ne faut pas avoir peur du gynécologue. On va vraiment... La première chose qu'on fait avec une jeune fille, c'est écouter, voir quand les douleurs ont commencé, dans quelles circonstances est-ce que ça arrive. Et puis, on ne va jamais faire un examen que la jeune fille ne souhaite pas. Donc, une jeune fille vierge qui vient en consultation, on ne va pas faire un examen gynécologique complet. Donc les parents et les jeunes filles peuvent être rassurés. C'est vrai que j'ai parfois des jeunes filles qui arrivent, elles sont blanches comme des linges, on se dit, parce qu'elles ont entendu des copines qui ont dit qu'on allait mettre des spéculums, des choses... Pas du tout, pas du tout. Souvent, je ne fais que parler, palper le ventre. Et ce qu'on peut faire, c'est une échographie par voie abdominale. Donc ça fait pas mal du tout. La seule chose, c'est qu'on demande d'ouvrir un tout petit peu le pantalon parce qu'on doit aller regarder derrière l'os du bassin. Mais sinon, la jeune fille peut rester tout à fait habillée. Souvent, on n'a pas de table classique comme chez le médecin généraliste, mais une table un peu particulière. On doit mettre les jambes, ça fait un peu toboggan, mais il ne faut pas avoir peur. Et puis, on fait l'examen gynécologique
par voie abdominale, sans intrusion ni quoi que ce soit. Et si jamais il fallait faire des examens complémentaires, on a d'autres examens de radiologie, comme les IRM, c'est un gros tube qui prend des photos du ventre, et ça permet de nous donner beaucoup d'informations sans devoir... Voilà, être intrusif. Être intrusif, voilà, tout à fait. C'est vrai que quand on est une jeune fille et qu'on découvre tout ça, mais même quand on est une femme aussi, c'est pas quelque chose qu'on aime non plus de dévoiler son intimité. Après, il y a une relation qui s'installe. Chaque aussi, semaine, il y a des patientes qui me disent « Je vous aime bien, docteur, mais j'aime pas venir vous voir. Hein. » Je préfère le dentiste. C'est classique, quoique. Quoique, moi je préfère la gynéco que le dentiste. Il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais c'était la question à laquelle je voulais venir, parce que je pense que le lien n'est pas fait. Quel est le lien, ou quel peut être le lien entre des règles douloureuses et le fait de souffrir d'endométriose? Pourquoi il y a ce lien? Comme on en a discuté tout à l'heure, ces petits morceaux d'endomètre qui sont en dehors de l'utérus vont saigner au moment des règles à des endroits où normalement il n'y a pas de saignement. Ça va induire une inflammation. Alors, les douleurs que vont décrire les patientes vont nous aider à localiser aussi l'endométriose. Parce que l'endométriose, c'est une maladie qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Mais on sait qu'il peut y en avoir au niveau de l'ovaire. Et là, c'est des douleurs plutôt pendant les règles. Il peut aussi y avoir de l'endométriose entre le vagin et le rectum. C'est une toute petite cloison. Et à cet endroit-là, les jeunes filles, quand on leur pose la question, elles disent « Mais oui, quand je suis réglée et que je vais à la selle, ça fait très mal. » Et donc, ça peut nous aider aussi à localiser parce qu'il y a des petits saignements dans ces petits nodules dans la cloison. Et donc, le lien entre l'endométriose et les règles douloureuses, c'est que s'il y a des nodules quelque part, ou même quelques petites cellules, ça peut faire mal. J'en profite juste pour dire que l'endométriose aussi a ça de particulier, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'étendue de l'endométriose et la douleur de la jeune fille. Donc une jeune fille peut avoir une toute petite lésion de 5 mm qui fait très très mal et elle n'est pas chochotte, comme on dit à Liège. Elle n'est pas plus sensible à la douleur qu'une autre, elle a vraiment mal. Et tandis que d'autres peuvent avoir de l'endométriose beaucoup plus étendue, avec des douleurs qui sont tout à fait gérables. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que parfois, il y a des jeunes filles qui viennent avec des douleurs vraiment importantes, qui résistent, entre guillemets, à tous les traitements que l'on donne. On fait une échographie, une IRM, toujours pas, on voit pas pourquoi la jeune fille est mal. Et parfois, on propose ce qu'on appelle une laparoscopie exploratrice, c'est-à-dire qu'on va voir directement ce qui se passe. On vous endort complètement, vous ne sentez rien, on passe la petite caméra par le nombril et parfois on peut voir de l'endométriose qui est traitée et ça soulage la patiente. D'accord. Mais donc, le fait de se prendre en charge quand on a des règles douloureuses ne veut pas forcément dire qu'il y a endométriose, qu'on soit bien clair. Mais par contre, ça peut être un signe d'endométriose qu'il vaut mieux prendre en charge le plus tôt possible chez la jeune fille ou chez la jeune femme pour éviter des problèmes plus tard. Ultérieurement, tout à fait. Et donc, oui, ce dont j'ai parlé, c'est les règles qui résistent au traitement donné par le médecin généraliste, par le gynécologue spécialisé, des choses comme ça. Donc oui, il y a quand même une progression. Il y a quand même une progression et c'est pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'il y a de l'endométriose. Ok, merci. On se retrouvera en 3e partie de ce podcast. Donc à tout à l'heure, docteur. À tout à l'heure. Poursuivons ce sujet des règles douloureuses avec une autre spécialiste, le docteur Agnès Suc, pédiatre à l'hôpital des enfants à Toulouse. Bonjour docteur. Bonjour. Alors nos auditeurs s'interrogent peut-être sur le fait d'accueillir une pédiatre pour parler des règles douloureuses. Et pourtant le rôle du ou de la pédiatre peut être essentiel dans le dépistage de la dysménorrhée chez les jeunes patientes pour plusieurs raisons. Les règles surviennent en général entre 10 et 14 ans, mais au fil du temps, on a constaté que l'âge moyen des premières règles a baissé par rapport au début du siècle dernier. Aujourd'hui, des petites filles âgées de 8, 9 ou 10 ans connaissent une puberté précoce avec l'apparition donc des seins, des poils et des règles. Elles sont forcément confrontées plus tôt aux problèmes liés aux règles. Est-ce cela qui rend le travail du pédiatre plus essentiel à ce propos, docteur ?
Alors, c'est sûr que les pédiatres sont confrontés depuis quelques années, de façon beaucoup plus précoce, à des jeunes filles qui effectivement présentent des règles. Donc, il y a tout un travail d'éducation thérapeutique. Il est très important que le pédiatre puisse faire en coordination naturellement avec la famille, la maman, pour expliquer à ces jeunes filles effectivement que ça peut arriver d'être réglé tôt. Il faut être vigilant sur la date d'apparition de ces règles, puisque dans un certain nombre de cas, on peut être amené à envisager de retarder un petit peu l'apparition des règles, notamment en fonction de la taille de ces jeunes filles, en fonction de leur âge osseux. Donc clairement, dès qu'il y a des signes de puberté qui surviennent chez une petite fille, c'est vraiment indispensable que le pédiatre puisse être consulté pour voir est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a éventuellement des explorations à faire pour potentiellement se dire qu'on va peut-être retarder un peu l'arrivée de la puberté, ou est-ce qu'on laisse les choses se faire de façon tout à fait naturelle. Mais en tout cas, la consultation avec le pédiatre est essentielle dans ces moments-là pour s'assurer que les choses sont dans la normalité et qu'on n'ait pas affaire à une puberté trop précoce qui risquerait d'endommager notamment le pronostic de taille de la petite fille. Oui, donc pour la croissance, c'est important, évidemment. Alors, on en parle assez peu, mais les douleurs persistantes à l'âge adulte ou l'adolescence peuvent aussi avoir un lien avec des expériences négatives vécues durant l'enfance. Ce qu'on appelle en anglais le Adverse Childhood Experience, donc ACE, comme des situations de harcèlement, de deuil, de divorce, de maltraitance ou de violence sexuelle. Il est en effet démontré que tous ces traumatismes confondus constituent des facteurs de risque de règles douloureuses. Or, il est capital de ne pas laisser des douleurs s'installer au risque de compliquer leur prise en charge. Alors, comment gérer tout cela et qui consulter en cas de ce type de traumatisme ? Alors, ce sont des traumatismes qui sont très délicats à aborder. Ce qui est absolument fondamental, c'est de pouvoir offrir à la jeune fille un espace de parole neutre, en dehors du regard ou de l'écoute de ses parents, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire à ses parents, puis un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire à ses parents. Il faut être très vigilant de naturellement ne pas forcer des aveux ou des choses qui pourraient par la suite avoir des conséquences négatives. Et en même temps, il faut que ces jeunes filles se sentent dans un climat suffisamment serein pour que si elles ont vécu effectivement des phénomènes traumatiques, qu'elles puissent se permettre de l'exprimer. Et une fois qu'elles l'auront exprimé, il faudra naturellement que ces jeunes filles puissent être adressées aux personnes qui sont susceptibles de recevoir ce genre de nouvelles, et donc notamment des psychologues ou des secteurs, en tout cas de pédopsychiatrie, qui sont à même de recevoir ce type d'informations. Je me trompe ou vous avez mené une étude à ce propos ? Oui, alors nous, dans le cadre des consultations douleurs chroniques, à Toulouse, comme dans toutes les consultations douleurs, on est amené à rencontrer de plus en plus de jeunes filles qui viennent avec une plainte de ce qu'on appelle des règles douloureuses, des dysménorrhées sévères. Et dans ce cadre-là, on était vraiment intéressés pour connaître un petit peu quelles étaient les représentations de ces jeunes filles autour des dysménorrhées. Et donc, on a mené une enquête qualitative, prospective, en mettant des focus group, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble un certain nombre de jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes. On a aussi fait des focus group de parents entre eux. Et puis, on a également fait des focus group avec des professionnels de santé. Ces focus group ont été animés par des psychologues qui ont relancé le débat, posé des questions. Tout ce qui a été dit dans les focus group a été retranscrit naturellement avec l'autorisation des enfants et des familles, et on a analysé à l'aide d'un logiciel spécifique ces données pour connaître effectivement quelles étaient les représentations de ces jeunes filles concernant les dysménorrhées sévères. Et on a été évidemment assez surpris puisque un certain nombre de ces jeunes filles ont rapporté à l'occasion de ces focus group des événements traumatiques autour de la sexualité qui leur étaient survenus, dont elles n'avaient pas parlé auparavant. Donc on se dit qu'il est vraiment indispensable que tous les professionnels de santé, tous les professionnels qui peuvent être amenés à rencontrer des jeunes filles atteintes de règles très douloureuses,
n'hésite pas, avec tout le tact naturellement nécessaire, mais à poser la question de la sexualité, d'éventuellement traumatismes. Et si jamais il s'avère qu'il y a eu des traumatismes ou des événements indésirables, il faut pouvoir adresser ces jeunes filles pour qu'elles aient un suivi et qu'elles ne gardent pas en elles des choses qu'elles révéleront plus tard à l'âge adulte. Oui, c'est sûr. Et je rappelle que quand on parle de ces événements traumatisants, c'est pas forcément des violences sexuelles, mais ça peut être aussi de la maltraitance, du harcèlement, un deuil, un divorce, quelque chose qui, psychologiquement en tout cas, les a perturbés assez grandement et peut-être physiquement dans certains cas. Voilà, donc on est maintenant très, très clair sur le fait qu'il y a des co-survenues effectivement de règles douloureuses et d'événements traumatiques, parce qu'il ne faut surtout pas que les jeunes filles puissent penser qu'on ne croit pas en leur douleur ou qu'on n'entende pas le fait qu'elles aient véritablement des réelles douleurs, mais il y a vraiment des co-survenues et des co-facteurs qui font qu'il peut y avoir des règles douloureuses et des traumatismes, et c'est donc notre devoir en tant que professionnels d'aller rechercher ces traumatismes, et s'il s'avère qu'il y a des traumatismes, il faut pouvoir faire en sorte que la jeune fille puisse intégrer un dispositif de soins qui peut prendre en charge ces traumatismes. D'accord. Alors quand il y a ce type de constat, comment on peut accompagner les parents dans le soutien, j'imagine, indispensable, parce que voilà, on a mis peut-être des mots sur la cause de ces règles douloureuses. C'est pas forcément peut-être facile ou agréable d'entendre que son enfant a pu subir des traumatismes suite à un deuil, un divorce ou dans les cas plus problématiques de maltraitance ou de violence sexuelle. Comment les parents doivent se faire aider, eux? Alors, ce qui est important, c'est que les parents et les enfants puissent garder un contact et un dialogue. Je pense que le nom de votre podcast est vraiment tout à fait significatif. Il est vraiment important que ni les enfants ni les parents se sentent isolés dans ce type de situation. Ensuite, il faut que chacun trouve sa place. Il y a un certain nombre de choses que des jeunes filles devront traiter, être prises en charge avec des thérapeutes pour elles et dans un cadre uniquement pour elles. Et puis, il y aura un accompagnement des parents qui sera proposé. Ce qui est vraiment important, c'est que le dialogue ne soit pas coupé entre l'adolescent et ses parents. C'est vraiment ça qui nous paraît vraiment fondamental. Merci beaucoup, docteur, pour cet éclairage dans ce dossier des règles douloureuses. Pour entamer cette troisième et dernière partie de notre épisode consacré aux règles douloureuses, eh bien, nous retrouvons le docteur Géraldine Brichand. Rebonjour. Rebonjour. Alors, docteur, on va aborder ensemble l'intérêt d'une approche globale, bio-psychosociale et des traitements complémentaires, c'est-à-dire des traitements non médicamenteux dans cette fameuse prise en charge des règles douloureuses. Alors, on sait que les règles douloureuses sont très invalidantes. Elles ont d'ailleurs un réel impact, on le disait d'entrée de jeu, sur la vie des jeunes filles qui s'absentent de l'école, renoncent à des activités sportives ou sociales. Est-ce qu'il est conseillé de consulter un psychologue quand les choses se répètent et qu'on voit que la jeune fille n'est pas très bien dans sa peau finalement, ou s'isole? Et si oui, quand le faire et pourquoi le faire? Alors je pense que oui, aller consulter un psychologue, la jeune fille peut aussi l'appeler un coach, ça dépend un petit peu, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut la voir. Je pense que c'est vraiment important. Et je le répète, quand j'envoie des jeunes filles chez le psychologue, c'est pas parce que je pense qu'elles inventent leur douleur, pas du tout. Mais comme je pense, on en a déjà discuté, la douleur va impacter la vie de la jeune fille. Et il y a des mécanismes d'automatisation et des mécanismes de défense qui vont devenir inconscients. Et même quand on a traité la douleur, même quand on a trouvé une solution aux antidouleurs, il va toujours y avoir parfois une petite réticence de la jeune fille à vivre sa vie scolaire, parascolaire, sociale de manière classique. Et un psychologue, un coach, peut aider à sortir de ce cercle vicieux. Deuxièmement, le docteur Suc l'a bien expliqué, je pense, des expériences négatives peuvent influencer la douleur. Et là, le psychologue peut venir peut-être un peu avant dans les traitements, car on sait que aider la jeune fille à surmonter ces expériences négatives va pouvoir lui laisser de l'énergie et des armes pour
accompagner la douleur, vivre avec la douleur et gérer sa douleur et la traiter de la manière la plus efficace. Donc je pense que le psychologue, il n'y a pas vraiment un moment précis où il faut aller le voir. Ça peut être contemporain des traitements médicaux ou autres, ça peut être après, ça peut être avant, ça dépend. Il faut écouter la patiente et voir ce qui lui conviendra. C'est ça, c'est plutôt le changement de comportement chez la jeune fille qui doit peut-être appeler à interloquer, se poser des questions et agir autrement. Et puis simplement vivre en ayant mal tous les jours, c'est pas facile. Non, c'est pas facile pour personne. C'est facile pour personne, c'est fatigant. Et donc parfois, je ne sais pas si c'est le bon terme, apprivoiser la douleur. Pas l'apprivoiser pour continuer à vivre avec toute sa vie, mais cheminer avec elle le temps qu'on puisse trouver une solution pour qu'elle disparaisse. Ouais. La comprendre. Pour mieux la soigner, gérer, la soigner. Tout à fait. Alors quand on sent que la prise en charge proposée n'est pas à la hauteur de l'enjeu, c'est-à-dire que voilà, j'ai vu un médecin généraliste, j'ai vu un gynécologue, mais moi j'ai toujours mal, il n'y a personne qui me comprend, je me mets un peu à la place de la jeune fille ou de la maman. Il faut redire qu'on a le droit, on a cette chance en Belgique, on a le droit de changer de médecin. Parfois, quand on n'est pas entendu, c'est peut-être que le courant ne passe pas, la communication ne passe pas, donc c'est pas grave. Mais il ne faut pas s'entêter avec le gynécologue de sa maman parce que la maman a décidé qu'il fallait aller chez ce gynécologue, par exemple. Donc on peut changer de médecin. Et par contre, vers qui se tourner? Si on a déjà vu le généraliste et le gynécologue, est-ce que se tourner vers un centre de référence, c'est soi-même, on peut décider pour soi-même, ou bien ça doit quand même être, je dirais, prescrit par un autre médecin? Comment on s'y prend? Alors comme vous l'avez dit, on est tout à fait libre de changer de médecin. Comment aller dans un centre de référence? Ça dépend. Il y a plein de voies d'entrée, il y a plein de chemins. J'ai des patientes qui viennent en consultation parce que la copine avec qui elle va à la piscine a dit que le centre l'avait aidée par rapport aux douleurs et il n'y a pas forcément besoin D'accord, mais donc on ne doit pas spécialement être référencé par un médecin? Non, mais par contre, c'est vrai qu'aller voir d'abord un gynécologue de ville peut aussi aider. Il n'y a pas besoin forcément d'attendre. Parfois, les délais sont un petit peu longs avant d'aller voir un spécialiste. Et on a la chance en plus en Belgique d'avoir 5 centres de référence de douleur. Oui, donc c'est sûr. On peut peut-être dire où ils se situent. Donc il y en a forcément à Liège, puisqu'on est à Liège aujourd'hui. Voilà. Il y en a 2 à Liège. Oui. Donc à la Citadelle, c'est le centre Lucerne. Il y en a un à Montlégia. Il y en a un à Mons, un à Bruxelles. Et le dernier, j'ai un petit trou, mais je pense que je pourrais vous trouver les informations. Oui, peut-être dans le Hainaut. Non, Mons, vous avez déjà dit. Oui. En tout cas, on essaiera de le mettre sur le blog. Sur le blog, parce que je pense que ça peut être intéressant tout à fait. Pour les mamans et les papas qui nous écoutent. Il y a juste une petite chose aussi, ce qui est important pour la jeune fille, même si elle change de médecin, c'est d'expliquer depuis combien de temps ça dure, expliquer les symptômes, l'importance que ça a dans sa vie, parce que parfois c'est un peu tabou. On n'ose pas parler de tous les symptômes. Avoir mal quand on va à la selle, il n'y a pas grand monde qui ose le dire comme ça, mais ça nous aide vraiment. Donc, il faut qu'elle se sente libre. Oui, raconter son historique médical, ça fait partie de la relation patient-médecin. Tout à fait. Donc, il faut les mettre à l'aise pour ça aussi. Voilà. Alors, on le disait dans le préambule de cette 3e et dernière partie, il existe des traitements non médicamenteux aussi. Est-ce qu'on peut peut-être donner ceux qui ont fait leurs preuves, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper de voie et se raccrocher à tout et n'importe quoi, mais est-ce qu'il y en a qui sont efficaces et qui peuvent vraiment aider? Quels sont-ils? Alors, pour diminuer les douleurs menstruelles, il y a de nombreuses femmes, de nombreuses patientes qui ont de recours à de nombreux moyens non médicamenteux. Alors, vous en donnez un qui fonctionne chez tout le monde, je ne peux pas, mais je sais que certains traitements qui fonctionnent pour une patiente ne fonctionneront pas pour l'autre et vice-versa. Donc, utiliser des bouillottes chaudes tant que ce n'est pas trop chaud, je n'ai aucun problème avec ça. L'homéopathie, les tisanes de fenouil, de camomille, c'est des choses qui reviennent souvent chez les patientes. L'huile de poisson, le magnésium, la pratique du yoga, l'acupuncture, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, si ça fait du bien à la patiente, je pense qu'elle peut continuer, et pour autant qu'elle ne perde pas tout son argent, évidemment, il y a quand même des limites. Mais tant que ça fait du bien, ça fait partie du traitement, et si la patiente va mieux, pour moi, c'est très, très bien. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors, petite quand même nouvelle, c'est que la littérature scientifique étudie quand même de plus en plus ces moyens un petit peu paramédicaux pour aider, et on sait que la pratique sportive, par exemple durant les règles, ou la pratique du yoga, peut soulager la douleur, parce qu'on a tendance
à se renfermer, pas vouloir faire du sport quand on est réglé. Pas bouger, justement. Et à ne pas bouger, mais ça permet de libérer par exemple des endorphines. Les endorphines, c'est nos antidouleurs naturels. Donc voilà, il y a des petites choses qui commencent à arriver. À émerger. Et une dernière petite chose, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, ce sont ces petites machines qui sont reliées avec des autocollants que l'on met. En langage scientifique, ça s'appelle un TENS. Alors ça vient de l'anglais, Trans Continuous Electrical Nerve Stimulation. Donc c'est une stimulation nerveuse par voie transdermique. Alors pourquoi cette machine? Et c'est basé sur quelque chose de tout à fait physiologique. Comment est-ce qu'on arrive à la douleur? La douleur arrive sur un récepteur, en l'occurrence là c'est dans le ventre parce que ça fait mal, chemine par la voie nerveuse jusqu'au cerveau et entre les deux elle arrive au niveau de la moelle épinière. Et au niveau de la moelle épinière il y a comme une petite porte. C'est-à-dire que quand un message douloureux ou un message du toucher arrive à la moelle épinière, la porte se ferme, les autres messages ne peuvent plus passer et donc ça ralentit certains messages. C'est ce qu'on fait tous les jours. Si vous vous cognez la jambe, vous allez avoir tendance à frotter votre peau pour ne plus avoir mal. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le message du toucher circule beaucoup plus vite que le message de la douleur. Et donc, quand le toucher arrive, il ferme la porte et le message douloureux ne peut plus monter. Le TENS, je ne citerai pas de marque, mais cette petite machine va envoyer des petites décharges électriques qui vont stimuler les nerfs du toucher. Donc les nerfs du toucher vont fermer la porte et l'influx douloureux arrivera de manière moins importante. Et cette machine est utilisée depuis les années 70. Oui, donc c'est un dispositif qui n'est pas récent. Non, c'est pas récent, c'est pas prouvé encore depuis longtemps dans l'endométriose, mais dans certaines pathologies de douleurs chroniques, il est utilisé depuis longtemps. C'est ça, donc on court-circuite un peu on ferme la porte machine à la douleur. nerveuse. Voilà, tout à fait. Pour passer à autre chose. Tout à fait. Ok, alors si on résume un peu les messages à retenir à propos des règles douloureuses, et vous intervenez si vous pensez que le résumé n'est pas le bon, il n'est pas normal de souffrir à cause des règles, en tout cas de souffrir à un degré si les antidouleurs important. Classiques ne fonctionnent pas et que vous n'arrivez pas à bouger et que vous êtes isolé dans votre canapé, oui, là, c'est pas normal. Voilà, alors c'est pas normal et il faut pas rester comme ça, il faut pas négliger, il faut chercher pour soulager et comprendre ce qui se passe. Il faut surtout pas laisser la douleur s'installer, parce qu'une douleur qui s'installe, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça induit des schémas de compensation ou de réaction qu'on a parfois du mal après à éradiquer. Il faut savoir que ça peut être un signe d'endométriose. On dit bien, c'est pas systématique, mais ça peut l'être. Donc autant aller investiguer de ce côté-là aussi. Il faut investiguer pour soigner au plus vite, pour ne pas laisser les choses s'installer ou se développer. Je pense non seulement à la douleur, mais à l'endométriose aussi. Ne pas avoir peur des examens gynécologiques. Ils ne sont faits que s'il y a une nécessité d'être faits. Et ce n'est pas parce qu'on va aller à une première consultation qu'on va avoir droit à tous ces examens gynécologiques qui font peur. On peut consulter un psychologue aussi ou un coach pour accompagner en fait la gestion de cette douleur et ne pas hésiter à recourir à tout ce qui peut faire du bien, que ce soit prouvé scientifiquement ou pas. Quand ça fait du bien et que ça ne ruine personne, c'est important. On peut se soulager pour mieux vivre cette période intense. On a fait le tour, docteur ? Je pense. Ok, nous voilà donc arrivés au terme de cet épisode très important. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre pourquoi il est essentiel de prendre en charge les douleurs liées aux règles. On peut aussi se poser la question de savoir à quand un congé menstruel pour toutes celles qui souffrent de dysménorrhée et d'endométriose en Belgique. D'autres pays, au Japon, ça existe depuis très très longtemps. Alors, c'est pas forcément utilisé beaucoup, mais ça existe. Et l'Espagne a ouvert ses congés menstruels en Europe en février dernier. Alors pourquoi pas chez nous aussi un jour, si on ne dit pas à quel point les règles peuvent être douloureuses et invalidantes, pourquoi ça deviendrait un problème de santé publique si on les garde cachées. Donc mesdames, Signalez-vous, dites-le pour que les choses changent. Alors, pour plus d'informations sur le sujet des règles douloureuses, n'hésitez pas non plus à consulter notre blog www.demandeatamère.be. Je vous remercie pour votre écoute et c'est promis, on reviendra bientôt avec d'autres sujets passionnants sur la santé féminine sans tabou. Encore un tout grand merci, Dr Brichand. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Oh là là.